Moi, ces temps-ci, j'ai juste le goût de parler de moi. Tu parles du programme de récompense Moi, disponible chez Jean Coutu? Ah, t'es au courant? Moi aussi, j'aime ça parler de moi, tu sais. Découvrez le programme de récompense Moi, maintenant chez Jean Coutu. Accumulez une tonne de points et économisez. De plus, téléchargez l'appli mobile Jean Coutu et Moi pour plein d'offres personnalisées. Jusqu'au 21 juin, obtenez 125 points Moi à l'achat de 50 $ et plus. Les détails à jeancoutu.com. Certaines conditions s'appliquent. Moi est une marque de commerce enregistrée. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, on a vu à Ottawa, ici au Canada, et dans le Maryland, aux États-Unis, des musulmans, des familles musulmanes qui s'en prenaient à des militants LGBTQ et qui même foulaient du pied le drapeau multicolore des gays en disant, nous autres, on veut rien savoir de ça, on veut que vous arrêtiez de faire de la propagande dans nos écoles sur les homosexuels, des musulmans. Et là, écoute, j'ai interviewé la gauche pour savoir ce que la gauche pensait de ça. On écoute ce qu'ils ont répondu. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, c'est assez fascinant parce que c'est l'intersectionnalité qui explose au visage. C'est-à-dire l'intersectionnalité, l'idée de la fédération de toutes les minorités dans un projet commun d'émancipation contre l'hétéropatriarcat blanc occidental. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que les fameuses minorités n'ont pas nécessairement d'intérêts partagés. Les fameuses minorités peuvent même avoir des intérêts contradictoires et tôt ou tard, elles allaient s'entrechoquer. Mais c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, d'un côté, il y a la cause LGBTQ+, tout ça. De l'autre côté, il y a une forme de traditionnalisme culturel chez certaines communautés. Et là, la question que le monde occidental doit se poser, c'est laquelle des deux options privilégier parce qu'elles ne tiennent pas ensemble. Alors, qu'on s'entende, de mon point de vue, on peut parfaitement critiquer la théorie du genre à l'école sans s'aligner. Pour moi, c'est légitime de critiquer ça. Et de l'autre côté, il devrait être possible de dire on la critique intelligemment sans verser dans le délire justement des traditionnalistes ultras qui se permettent aujourd'hui de s'en prendre aux militants. En fait, devant les écoles, donc les étudiants, les musulmans auxquels tu fais référence en ce moment, ont des comportements agressifs, c'est marqué, piétiner un drapeau, c'est absolument inacceptable. Mais ce que je vois, c'est que c'est une tension, en fait, entre des revendications irréconciliables et on aurait envie de dire, une société équilibrée devrait être capable tout à la fois de faire la promotion des droits et libertés pour tous, donc ça veut dire à la fois pour les minorités culturelles, les minorités sexuelles, les minorités religieuses, puis de l'autre côté avoir une conception plus classique de l'école, c'est-à-dire l'école n'est pas là pour faire la promotion de quelque idéologie que ce soit, ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni d'ailleurs. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est pas ça la question qui se pose, tout simplement, les revendications minoritaires s'entrechoquent et la gauche est divisée parce qu'elle ne sait plus qui elle doit aimer. Mais si ça avait été des catholiques qui faisaient ça. Alors là, la gauche aurait dit, regardez le patriarcat, l'homophobie, l'Église catholique, l'extrême droite catholique, etc. Puis là, il y aurait déchiré leur chemise, puis regardez les cathos dans les écoles. Et là, c'est les musulmans. Là, ils disent rien. Parce que c'est pas parce que si ça avait été la droite catholique, comme tu veux, là, ça aurait pas été un problème d'intersectionnalité. Ça aurait été le patriarcat qui envoie ses troupes pour être capable de casser les revendications LGBT. Mais là, c'est pas autrement dit, on sait plus qui sont les méchants, qui sont les gentils dans cette histoire. Et on est, du point de vue de la gauche. Et on la voit troublée, on la voit exagérément troublée. Et tu as tout à fait raison de dire que si ça avait été d'autres types d'enfants qui avaient piétiné les drapeaux LGBTQ, 2T+, alors là, ça aurait été le scandale national. Mais puisqu'en ce moment, on est incapable de se dire que de formuler une critique de fond de certaines cultures extra-occidentales, parce qu'elles sont minoritaires, et étant minoritaires, elles sont dans une relation, elles sont dominées dans le monde occidental, eh bien, la gauche préfère miser sur le silence, ce qui n'est pas surprenant. Elle fait ça régulièrement. Moi, j'aime toujours donner l'exemple suivant. À Paris, en 2019, si je me trompe pas, il y a une militante, enfin une dame LGBT, je pense qu'elle était trans en fait,
qui s'était fait tabasser dans le cadre d'une manifestation à Paris. Et c'était une manifestation algérienne de mémoire, mais pour ne pas nommer le fait que c'était des Algériens, ou des Arabes, ou des musulmans, on avait dit qu'elle avait été tabassée par la transphobie traditionnelle de la société française. Comme quoi, pour ne pas nommer les choses, on préfère quelquefois s'inventer des ennemis imaginaires. Oui. Et écoute, je recevais au brunch dimanche un ami que nous avons en commun et je lui parlais de ça et je lui disais c'est bizarre quand même que la gauche ne réagisse pas plus parce que c'est vraiment une attaque contre les gays. Il dit la gauche intersectionnelle, comment ça qu'elle réagit pas? Mais il dit elle réagit pas parce que pour eux autres, c'est échec et mat. Échec et mat. Ouais, mais c'est exactement, mais ils ne réagiront pas, on s'entend. Puis en dernière instance, moi je pense, mais je me trompe peut-être, que s'ils devaient changer, s'ils devaient réagir, je suis pas certain du tout de pour qui ils prendraient. Parce qu'en dernière instance, puisque la figure, aujourd'hui il y a une concurrence de la figure minoritaire sacralisée. Est-ce que c'est le migrant souvent musulman ou dit racisé, ou est-ce que c'est le minoritaire, le LGBTQ2T+, souvent c'est la figure du trans. C'est qui la minorité la plus persécutée dans leur logique d'un point de vue progressiste? On ne le sait pas. Donc ils sont divisés, leur logiciel implose devant nous, leur logiciel se disloque devant nous. Puis là, c'est pour ça que l'homme de droite classique que je suis sur ces questions-là plaiderait pour un retour au saint libéralisme. Donc, le libéralisme nous dit liberté individuelle pour chacun, nous dit l'État n'a pas à faire la promotion de quelque cause que ce soit en matière morale, culturelle et tout ça, et par ailleurs, la violence politique est proscrite en toutes circonstances, et on essaie de pas faire de manifestations contre les gens qui pensent pas comme nous. On essaie de débattre, de discuter, mais on essaie d'éviter les affrontements violents, surtout devant les écoles. Mais on a quitté l'époque de la discussion démocratique, raisonnable et intelligente. On est rentré dans une époque violente, et puis ça va aller jusqu'au bout. Mais tu sais, c'est comme avant, là, la gauche rêvait d'une internationale de la gauche, c'est-à-dire où il y aurait les trotskistes, les maoïstes, les marxistes-léninistes, les communistes et les socialistes tous ensemble contre le système. Or, tous ces gens-là se détestaient les uns les autres. Et là, l'intersectionnalité, c'est dire, toutes les minorités sont tous main dans la main, les Noirs avec les Arabes avec les handicapés avec les trans avec les gays, puis tout ça. Puis là, tu vois que, non, ça tient pas. Alors, c'est ce qu'on appelle dans les années 70-80, surtout l'équivalence positionnelle. C'est-à-dire, en soi, les homosexuels n'ont pas les mêmes intérêts que les musulmans, qui n'ont pas les mêmes intérêts que les femmes, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Puis là, fait la liste de toutes les minorités que tu peux imaginer. Mais puisqu'elles se définissaient toutes et tous, comme ils diraient aujourd'hui, par leur opposition, leur situation d'exclusion par rapport au capitalisme occidental, à l'Occident, au monde patriarcal, mais ils avaient un intérêt commun qui était celui des exclus. Donc, ils avaient en commun leur exclusion et pouvaient dès lors construire un projet d'égalité entre eux. Mais ça, c'est une vision purement fantasmée, parce que dans les faits, on y revient, ces identités-là sont des identités substantielles, et, je m'excuse, mais tout le monde n'a pas le même intérêt. Si la tendance, on pourrait dire, musulmane traditionnelle ou conservatrice l'emporte, ça va mal se passer pour les homosexuels. Et inverse, puis on le voit d'ailleurs aux Pays-Bas. C'est un pays assez intéressant là-dessus. Les Pays-Bas, c'est le pays du libéralisme le plus intégral, le libertarien. Et qui ont été les premiers critiques du multiculturalisme aux Pays-Bas? C'était souvent des anciens libéraux homosexuels. Bon, je pense à quelques-uns qui se sont, puis qui étaient quelquefois des figures assez excentriques dans l'espace public, qui ont pris position en disant on s'oppose à l'islam, pas seulement d'ailleurs à l'islamisme, dans leur cas, ils disaient même à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils disaient l'islam amène des mœurs conservatrices dans une société qui, elle, se veut très libérale. On peut penser à Pim Fortuyn, qui s'est fait abattre, et qui était lui-même, on l'a associé à l'extrême droite assez injustement. Je pense que c'est un libertarien néerlandais assez particulier. Et ça, aux Pays-Bas, on a eu cette tension-là. Puis je pense qu'elle est appelée à se reproduire. Hein. Je dis ça avec tristesse, en fait, parce que normalement, l'idée, c'est d'embêter personne dans ces matières, mais on a créé les conditions d'une société conflictuelle, puis désormais, on a le conflit. Écoute, à un moment donné, j'animais les francs-tireurs et j'ai interviewé un militant gay des Pays-Bas, un militant gay qui venait me dire que il y a eu une augmentation des crimes contre les gays, des crimes homophobes qui allaient de pair avec l'augmentation de l'immigration musulmane au pays. Puis il a dit, je m'excuse, mais tu sais, il y a 1
problème. Et donc, c'était une entrevue extraordinaire. Peux-tu croire que Bruce Bauer? Oui, c'est exactement lui. Et peux-tu croire que Télé-Québec a censuré l'entrevue? Ça n'a jamais été diffusé. Ils n'ont pas voulu diffuser cette entrevue. Pour la petite histoire, ça va encore plus loin. Bruce Bauer, c'est un Américain de mémoire qui s'était réfugié aux Pays-Bas parce qu'il disait qu'aux États-Unis, la droite religieuse était tellement pesante qu'il cherchait une société où il pouvait vivre librement son homosexualité. Il se réfugie aux Pays-Bas, croyant avoir trouvé son Éden, croyant avoir trouvé sa société idéale. Et là, le côté religieux conservateur revenait par l'immigration plutôt que par la droite religieuse américaine. Donc, de ce point de vue, l'histoire de Bruce Bauer était assez révélatrice de cette trajectoire, en fait. C'est une trajectoire. Nos sociétés sont des sociétés de liberté. Et quand on décide d'avoir une société qui fonctionne avec une morale religieuse forte, étouffante, inévitablement, il finit par avoir des tensions. Puis je reviens sur une chose. Moi, ce que je trouve navrant à travers tout ça, c'est qu'on perd la capacité de faire des critiques raisonnables. L'école pourrait tout à la fois, de mon point de vue, faire la promotion d'une culture de la liberté, faire la promotion d'une culture du respect des droits des uns et des autres, sans pour autant basculer dans la théorie du genre, sans pour autant basculer dans les drag queens à l'école. Mais ça, on appelait ça simplement le bon sens jusqu'à il y a quelques années. Mais le bon sens s'est effondré, et de ce point de vue, le bon sens s'est écartelé entre ceux qui veulent y voir du fascisme et les autres qui veulent le récupérer dans une logique traditionnaliste. Et en terminant, si la gauche pouvait parler, elle dirait, oui, mais c'est pas la même chose, l'homophobie des musulmans et celle des catholiques. Les catholiques, c'est vraiment de l'homophobie, tandis que les autres, c'est un choc des cultures, faut les comprendre, c'est pas dans leur culture, les gays, etc. Et là, tu sais, on ferait comme, c'est pas la même affaire, alors que je m'excuse, c'est la même affaire. Non, mais à un moment donné, on y revient toujours. Est-ce qu'on a une société de liberté? Si c'est une société de liberté, même les comportements qu'on peut trouver, puis je me place du point de vue des religieux traditionnels, là, dans une société de liberté, même les religieux sont obligés de se dire, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais je l'accepte. Alors que quand dans une société qui renonce à cette culture des libertés, eh bien, l'aversion des uns ou l'hostilité des uns peut devenir la loi. Et là, ça devient compliqué pour justement les différentes minorités. Mais voilà que d'évidence que nous devons rappeler, mais qui nous arrive du Canada finalement, et des États-Unis aussi, des sociétés qui ont misé sur un multiculturalisme à outrance, mais ça explose. Tout à fait. Non, et c'est pas étonnant qu'ils sont très, très mal à l'aise face à ça. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci. J'ai juste le goût de parler moi. Tu parles du programme de récompense Moi, disponible chez Jean Coutu? Ah, t'es au courant? Moi aussi, j'aime ça parler de moi, tu sais. Découvrez le programme de récompense Moi, maintenant chez Jean Coutu. Accumulez une tonne de points et économisez. De plus, téléchargez l'appli mobile Jean Coutu et moi pour plein d'offres personnalisées. Jusqu'au 21 juin, obtenez 125 points Moi à l'achat de 50 $ et plus. Les détails à jeancoutu.com. Certaines conditions s'appliquent. Moi est une marque de commerce enregistrée. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. De l'asphalte. Du ciment. Du béton armé. Il n'y a rien qui résiste à un marteau-piqueur. Surtout pas des oreilles. L'exposition répétée au bruit sur un chantier de construction peut causer des problèmes d'audition et même rendre sourd. Au travail, mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit. Un message de la CNESST. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, nous discutons avec Mathieu Bock-Côté qui est là avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, j'ai un collègue qui vient de m'envoyer une capture d'écran. Je pense que c'est un spécialiste de l'écriture inclusive qui a été interviewé à LCN. Et il dit, au lieu de dire monsieur, madame, il donnait un cours d'écriture inclusive. Au lieu de dire monsieur, madame, il faut dire Missix. M-I-S-I-X. Au lieu de dire maman, papa, il faut dire MAPA. Au lieu de dire maternité, paternité, il faut dire neuternité. Au lieu de dire il est surpris, elle est surprise, il faut dire ils sont surprix avec un X. Et il est confus, elle est confuse. Ils sont confux avec un X. Et comme me disait mon collègue, on dirait qu'on parle comme Astérix, là. Exactement, on est dans une bande dessinée Astérix. Non, mais en fait, c'est pas surprenant. Parce que l'écriture inclusive, on l'a vu apparaître dans nos vies sous différentes formes.
D'abord, il fallait tout féminiser en toutes circonstances, le fameux tous et toutes. Hein. Tous et toutes, tous et toutes, tous et toutes. Bon. Ensuite, on a vu l'écriture hachée apparaître, avec le point médian qui se glissait partout. Donc, avec des phrases cher, point, point, S, client, cliente, ainsi de suite. Bon. Là, ensuite, on a vu l'apparition. Donc, l'idée, c'était de visibiliser le féminin, parce qu'il y avait cette théorie derrière l'écriture inclusive, qui repose une forme de théorie conspirationniste, hein, qui veut que la langue française soit fondamentalement patriarcale et binaire et reposerait sur l'effacement des femmes et des personnes trans. Mais là, ça a été plus loin. Maintenant, il fallait commencer à nommer ce qu'ils appellent le trans. Donc, on est passé de il, elle à yel. Mais là, il et elle qui survivent, ça demeure une référence binaire. Donc, il faut aller plus loin. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des nouveaux mots qui sont appelés, donc, des mots d'astérix, qui sont appelés à se substituer aux références anciennes pour gommer jusqu'à la possibilité de nommer le masculin et le féminin. Et ça va aller toujours plus loin. Ce qu'on va voir, ça va paraître assez évident. C'est déjà, je le précise, à la sortie du premier confinement, autour de mai ou juin 2020, la Ville de Montréal avait donné un atelier de formation à ses employés, un atelier de formation à l'écriture inclusive. Donc, on sortait d'une des pires crises, genre, de l'histoire du dernier siècle. La première chose à faire, c'est qu'il fallait apprendre à réécrire sur ce mode-là. Et ça va se multiplier dans les écoles, évidemment. Donc, on le voit dans l'administration. L'administration écrit de plus en plus comme ça. Dans les classes, de plus en plus de profs vont le faire, et tout ça crée une pression immense, parce que l'écriture inclusive, elle dit, qu'est-ce qu'on est? Elle dit, on est inclusif. Dès lors, si on ne la pratique pas, c'est dans l'écriture exclusive. Et c'est dans l'écriture exclusive, c'est dans le péché capital de l'époque, qui est l'exclusion, l'intolérance. Mais alors, lorsqu'on commence à appliquer l'écriture inclusive dans un milieu, elle a un effet de contamination. Tout le monde se met à l'utiliser parce que celui qui ne l'utilise pas s'identifie très rapidement comme dissident réactionnaire. Mais écoute, c'est ridicule. Là. Alors, cet expert-là qui est à LCN dit, au lieu de auteur et autrice, déjà autrice, moi là, je suis pas capable, mais au lieu de auteur et autrice, il faut dire autrime. IM. Et au lieu de nouveau et nouvelle, étant donné que les gens sont non-binaires, donc pourquoi donner un genre? Alors, ce serait nouvello. E-L-L-E-A-U. Écoute, l'espéranto, on avait essayé ça avec l'espéranto. On va avoir une langue, tout le monde va parler cette langue-là, qui est une langue neutre. Et puis ça n'a jamais marché. Jamais. Non, mais le fait est qu'on se prépare à travers ça à rendre illettré toute une génération. Parce que là, il y a une maîtrise de l'écriture inclusive, d'autant qu'il y en a plusieurs versions, il y en a plusieurs variantes, comme il y a une maîtrise ce qu'on pourrait appeler la langue sacrée de l'Union soviétique, comme j'aime dire. C'est qu'on est devant une langue qui n'est pas une langue qui a pour fonction de décrire la réalité dans ses complexités, ses contradictions. On est devant une espèce de langue nouvelle, langage nouveau, qui a pour fonction de créer un monde alternatif dans lequel on est obligé de se mouvoir, sans quoi, comme je le disais, on s'auto-désigne comme infréquentable dans la vie publique. Et cette manie, n'est pas qu'une mode et une manie. En fait, ça s'inscrit dans tout le projet politique diversitaire dont je parle tout le temps. C'est la langue du régime, en fait. Et quiconque a lu 1984 sait à quel point le langage est fondamental pour dominer, pour formater les esprits. Quiconque a lu Miloche sait à quel point le langage est essentiel pour formater les esprits. Eh bien, aujourd'hui, on a oublié un peu, alors que plus que jamais dans le monde occidental, et en français surtout, mais pas en anglais aussi, on est dans une entreprise de contrôle des esprits, quitte à virer complètement con. Je vais te donner un exemple. Rappelle-toi ce député américain, ce congressman, comme ils disent là-bas. On était dans les suites de l'affaire Floyd, tout ça, donc dans un grand moment où la question de la diversité s'imposait partout. Et il y a un congressman qui fait une prière, puis il termine en disant « Amen », et il termine en disant « Hey woman ». Donc « Amen »,« Amen à woman ». Donc là, tu dis, OK, lui, il entend amen, puis il entend man. Donc là, tu dis, OK. Donc là, parce
que là, c'est vraiment des affaires d'anglais là-dessus, on pourrait dire, c'est dans l'anglophone, parce que ça sonne d'une manière dans leur langue, eh bien, ils s'imaginent, ils changent la signification des mots. Donc là, on est vraiment dans un... Ben, tu te souviens de Justin qui voulait pas dire mankind, il disait people kind au lieu de mankind. Bien sûr. Mais bien sûr, et ça va continuer. C'est la langue du régime. Moi, je sais que j'ai l'air d'un excité quand je répète ça, mais on vit dans un moment où il y a une tentation totalitaire qui se fait sentir en Occident. On est dans un moment où comment dirais-je, on vit dans une société de plus en plus autoritaire et il y a une tentation totalitaire. Et parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux cette possibilité-là, parce qu'on pense que ça appartient au 20e siècle, ou on pense que ça appartient seulement à l'islam radical ou tout ça, et on oublie que nos propres sociétés aujourd'hui ne sont plus démocratiques qu'en apparence. Et que derrière cela, il y a une opération de transformation des mentalités assez grave. Mais au lieu de dire jeune et vieux, en disant j'ai rencontré un jeune ou un vieux, ça c'est de l'âgisme. Hein? Alors on devrait avoir un mot neutre. Ça s'en vient. Mais ne crois pas que tu blagues, ça s'en vient. Je veux dire, il y a tout ce qui marque une différence et potentiellement une distinction et plus encore une hiérarchie, eh bien, doit être banni. Je te donne mon salaire, là, je vais avoir l'air de maxi freak, comme qu'il dirait, mais voilà la prochaine étape. Quelle est la suprême injustice en ce monde? C'est la beauté. Il y a des gens qui sont très beaux, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, puis il y en a même qui sont moches. Et cette beauté-là, eh bien, on y peut absorber, on y peut quelque chose, on peut s'aider un peu, mais il y a une forme de don, il y a une marque première, il y a les beaux, puis il y a les moins beaux. Eh bien, dans tout le discours aujourd'hui sur la diversité corporelle, il s'agit pas de dire aux gens de se sentir bien d'une manière ou de l'autre, il s'agit de leur dire que peu importe, il serait illégitime de hiérarchiser en mettant, par exemple, dans des défilés de mode, que globalement les mannequins seront beaux plutôt que moins beaux parce que la beauté va de pair avec l'univers de la mode. Donc là, au nom de la justice, de la déconstruction, de l'équité, et on va faire tomber l'idée de critères de beauté, on va faire tomber l'idée du beau, et on marche dans cette direction-là à grande vitesse. Et comme je te dis, moi, je vois pas à quel moment on va faire marche arrière. Évidemment, il y a des tensions. Il y a du monde qui en peut plus de cette affaire-là, mais globalement, on le voit, c'est l'idéologie dominante des institutions, de nos sociétés en général, puis on n'en sort pas. C'est totalement grotesque et ridicule. Écoute, tout le monde parle de ton duel avec le fils de Jean Charest. Parle-nous de ça. En fait, j'ai pas la prétention de croire que tout le monde en parle, mais c'est assez intéressant. Non, mais c'est très lu, hein, sur le site du journal et de TVA Nouvelles. C'est un texte qui est très lu, très consulté. Alors, tu vois, la semaine dernière, je te raconte la scène, je fais une chronique dans le journal où j'explique que le Parti libéral n'est pas un parti, c'est pas un parti nationaliste, c'est un parti antinationaliste. J'en fais une deuxième pour approfondir mon propos. Et là, le fils de Charest, Dion Charest, dit on est nationaliste, puis vous ne comprenez pas. Puis il me dit sur le mode un peu cours d'école, auriez-vous le courage de venir nous voir au Parti libéral dans notre prochain congrès pour prouver qu'on est, puis vous allez voir ce qu'on est vraiment. Moi, je réponds, mais bien sûr, si vous m'invitez à une invitation comme conférencier, j'accepte volontiers d'aller chez vous. J'ai tout à fait le courage de me rendre à votre congrès. Le président du parti intervient en disant ah non, mais non, on n'invite pas les intellectuels comme vous, les chroniqueurs, on invite d'autres gens, mais auriez-vous le courage, là, donc les obsédés du courage, d'aller débattre avec notre ami Dion Charest chez Paul Larocque? Je vois pas de souci. Donc, ça s'est fait hier soir. Et ce qui est intéressant, en fait, on n'a pas la même fonction, on n'a pas la même liberté de ton, on s'entend. C'est-à-dire, moi, je suis un intellectuel, je suis pas engagé par des responsabilités politiques. Lui est engagé par des responsabilités dans la refondation du Parti libéral. Et ce qui est intéressant, c'est que le débat était à la fois courtois. Ça, je pense que ça vaut la peine de le dire. Paul Larocque a bien organisé la chose, il tenait bien le débat. Le débat était courtois. Et par ailleurs, je crois qu'il nous plaçait sous le signe de l'irréconciliable politique. Tu sais, en politique, quelquefois, on se dit on est tous d'accord sur des objectifs, on n'est pas d'accord sur les moyens. Non, on n'est pas d'accord sur des objectifs quelquefois.
c'est-à-dire entre ceux pour qui le Québec est la référence fondatrice de leur action politique et ceux pour qui, finalement, le Québec est fondateur, mais jamais à l'extérieur du cadre canadien. Entre ceux qui disent la laïcité, donc la loi 21, donc avec des conséquences politiques, et ceux qui disent de l'autre côté, oui, on est pour la laïcité, mais toutes vos lois 21 et ainsi de suite, elles sont discriminatoires. On est devant des visions politiques à peu près irréconciliables. Je note toutefois que ça faisait du bien, puis je parle pour moi. Ça fait longtemps qu'on nous dit que le débat sur la souveraineté, c'est pas intéressant, que le débat sur le fédéralisme, c'est pas intéressant, qu'il faut parler d'autre chose. Je note que ce débat-là, lorsqu'il est bien mené, nous montre qu'il correspond à des vraies lignes de fond dans notre société. Et le fils de Jean Charest, est-ce qu'il a des prétentions politiques? C'est des ambitions politiques? Je ne le connais pas personnellement, on s'entend, mais il est engagé au Parti libéral, il s'engage publiquement. On est dans une époque où il y a la tentation souvent de la dynastie en politique, donc je ne le connais pas, mais j'ai l'impression que cette question lui travaille l'esprit. Mais ça, ce n'est que mon impression. Peut-être qu'on me dira que finalement, il rêve pas du tout de ça, puis il préfère, je sais pas, être avocat et avoir tout son passe-temps pour l'horticulture. Mais j'avais l'impression d'être devant quelqu'un qui n'est pas étranger au démon de la politique. Est-ce que le ton a monté? Je pense pas que le ton a monté. Je pense que le contraste était marqué. Donc moi, à la fin, la question que je lui ai posée, parce qu'on parlait au début, on se chauffait, mais la question que j'y pose, c'est l'indépendance, donc c'est bon pour les Marocains, c'est bon pour les Italiens, c'est bon pour les Irlandais, c'est bon pour les Grecs, c'est bon pour les Roumains, mais c'est pas bon pour nous. Pourquoi? Je cherche désespérément à comprendre et l'émission s'est terminée sur une question davantage que sur une réponse. Donc si j'ai l'occasion de revoir un débat avec lui, j'espère qu'il aura sa réponse. D'autant que le Parti libéral aime célébrer régulièrement la fête de l'indépendance de ces différents peuples lorsque les communautés présentes chez nous célèbrent l'indépendance de leur pays d'origine. J'espère qu'il aura l'occasion de nous expliquer la prochaine fois, puisque nous nous sommes laissés sur cette question, pourquoi il considère qu'il y a que les Québécois qui ne méritent pas d'avoir un pays indépendant. Ça, c'est une question qui m'a toujours traversé l'esprit, qui m'a toujours obsédé. Et écoute, pour le PLQ, en terminant, le Parti libéral du Québec, qui, selon toi, va être chef? Franchement, je ne vois pas, parce que ils fantasment sur des chefs extérieurs. Régis Labaume, le maire de Québec, tout ça. Mais le fait est que le prochain chef du PLQ accepte à l'avance de ne pas être PM. Il accepte à l'avance de ne pas être premier ministre. Son job, c'est de reconstruire un parti en essayant de reconnecter avec les francophones dans un parti où la base est fondamentalement hostile à cette reconnexion avec les francophones. Donc, ça peut être le véhicule d'une ambition. Ça peut être un Denis Coderre, mais le veut-il? Je sais qu'il faut avoir c'est compliqué, c'est épuisant la vie politique. Donc moi, je pense que là, ils sont pris pour un temps avec des chefs plutôt mineurs. Reste à voir ce que sera la suite. Mais je pense qu'ils ont d'abord un travail de clarification doctrinale à faire. Puis ça, je le vois pas pour l'instant. Ah, il y a peut-être Marois Risky, mais elle dit qu'elle veut avoir un deuxième enfant, ça ne l'intéresse pas. Elle dit qu'elle veut pas m'emmener en politique. La première qualité d'un homme politique, c'est de vouloir y aller. Hein. C'est-à-dire, s'il veut pas y aller, ben le reste ne compte plus. Le désir en ces matières prime surtout. Et on comprend que Marois Risky, qui est une femme qui manque ni de talent ni d'ambition, n'est pas traversée par ce désir absolu d'être chef pour l'instant, donc elle ne sera pas pour l'instant. Alors, ceux qui ont raté justement le face-à-face entre le fils de Jean Charest et Mathieu Bock-Côté, allez sur le site de TVA Nouvelles, il y a un lien et vous pourrez le revoir en reprise. Merci beaucoup Mathieu, à demain, bonne journée. J'ai juste le goût de parler de moi. Tu parles du programme de récompense Moi, disponible chez Jean Coutu? Ah, t'es au courant? Moi aussi, j'aime ça parler de moi, tu sais. Découvrez le programme de récompense Moi, maintenant chez Jean Coutu. Accumulez une tonne de points et économisez. De plus, téléchargez l'appli mobile Jean Coutu et Moi pour plein d'offres personnalisées. Jusqu'au 21 juin, obtenez 125 points Moi à l'achat de 50 $ et plus. Les détails à jeancoutu.com. Certaines conditions s'appliquent. Moi est une marque de commerce enregistrée. De l'asphalte. Du ciment. Du béton armé. Il n'y a rien qui résiste à un marteau-piqueur. Surtout pas des oreilles. L'exposition répétée au bruit sur un chantier de construction peut causer des problèmes d'audition et même rendre sourd. Au travail, mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit. Un message de la CNESST.
La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, tu es en France et ça arrive en France que des Français de souche qui sont nés en France qui commettent des crimes, mais des fois, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui devraient pas se retrouver sur le territoire français, qui sont ce qu'on appelle des sans-papiers. Et puis là, on se demande, mais comment ça se fait que ces gens-là vivent en France alors qu'ils devraient pas y être? Et là, la question se pose au Canada. On dit qu'il y a peut-être entre 20 000 et 500 000 personnes sans papiers qui vivent au Canada, perdues dans la nature. Et là, le gouvernement voudrait les retrouver pour régulariser leur statut. T'en penses quoi? Oui. Moi, je suis évidemment contre, pour une raison simple, c'est que dès lors qu'on pratique des régularisations sauf exceptionnelles, dès lors qu'on pratique une régularisation massive, c'est un effet d'appel d'air. C'est-à-dire, ça consiste à dire, vous êtes entré illégalement sur le territoire, vous vous êtes installé illégalement dans la société, vous fonctionnez illégalement dans la société, mais on décide de vous normaliser, de vous régulariser en procédant une forme de loi d'amnistie générale. Alors, dès lors qu'on fait ça, c'est un appel d'air, puis on l'a vu en Europe partout, où ces régularisations appellent toujours de prochaines régularisations. Ça favorise les réseaux de passeurs, ça favorise les réseaux clandestins qui favorisent la pénétration du territoire par des gens qui ne respectent pas les procédures légales. Eh bien, ça, on le voit. Or, d'un pays à l'autre, il y a la question de savoir s'il y a un délit d'entrée par infraction dans le pays. En France, jusqu'à tout récemment, je pense qu'il y a 5-6 ans, si tu rentrais illégalement dans le pays, c'est un problème. Là, les juges ont décidé, au nom d'une réinterprétation de la Constitution, de dire que c'était pas, dès lors que quelqu'un entrait dans le pays, il n'y avait pas de délit de séjour illégal en quelque sorte. Dans d'autres pays, c'est plus rigoureux. Moi, je pense que sur le fond des choses, dès lors qu'on accepte que des populations qui n'ont pas respecté les règles puissent profiter néanmoins des avantages du pays en profitant d'une régularisation, on décide en fait de créer des conditions pour que d'autres vagues arrivent et qu'on nous présente ça comme des actifs à régulariser, je trouve que c'est franchement culotté. Je parlais à l'avocat en droit d'immigration, maître Stéphane Anfield, puis il disait, qu'est-ce que je dis, moi, à mes clients, c'est-à-dire des gens qui veulent suivre le processus normal, respecter les règles et tout ça, je vais leur dire, écoutez, rentrez au Canada, soit illégalement, ou soit alors demander un visa, puis après ça, rester au Canada une fois que votre visa est échu, puis vous allez être régularisé. Ça va, à la limite, ça va être plus rapide. C'est une prime à la délinquance, oui. C'est une prime à l'illégalité, c'est une prime, en fait, aux comportements qui sont anti-civiques, qui ne respectent pas les règles élémentaires d'une vie en société qui consistent à respecter les lois. Mais, par ailleurs, nos gouvernements sont persuadés de faire acte de générosité en faisant cela, tout en servant les intérêts souvent d'une partie du monde économique qui a besoin de main-d'œuvre à bas salaire, dis-je, certainement pas à bon salaire, de main-d'œuvre à bas salaire, donc du cheap labor, et qui trouve souvent chez ces gens, des gens qui sont prêts à travailler dans des conditions de misère, et ce qui déstabilise par ailleurs ensuite l'ensemble du marché du travail. Donc c'est catastrophique, et que le Canada mise sur une logique de régularisation comme ça nous montre bien comment au fond lui-même l'État canadien aujourd'hui est un État qui ne croit plus à l'idée même de frontières. Donc il peut selon les circonstances faire respecter ses frontières ou non, mais sur le fond des choses, il n'accepte pas l'idée de frontières et il travaille à les déconstruire. Écoute, je fais un parallèle. Là. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça grossier et simpliste, mais je le fais quand même. Tu as une maison, il y a quelqu'un qui a besoin d'être chez toi pendant 2 semaines, le temps d'avoir une petite formation, de suivre ses cours. Tu dis, OK, je vais te dépanner. Pendant 2 semaines, tu es chez nous, mais après 2 semaines, tu retournes dans ton pays. Et après 2 semaines, la personne aime ça chez vous, trouve qu'il allait bien, alors s'incruste et veut pas partir. Est-ce que là, tu vas dire, finalement, regarde, tu fais partie de la famille, reste. Voyons donc, c'est pas de même, ça marche? Non, mais t'as absolument raison. Mais ça nous rappelle à quel point notre propre État ne prend pas au sérieux ses propres lois.
ses propres règles. Or, c'est parce que pour les nationaux, pour les gens qui sont citoyens du pays, pour les gens qui sont citoyens de la nation, je peux te jurer qu'eux, ils ne peuvent pas ne pas respecter les règles. Je veux dire, si tu payes pas tes impôts, si tu respectes pas les règles, si tu vas avoir soit une amende, soit tu vas payer tu vas aller en prison, tu vas en payer le prix. Mais là, pour des gens qui ne participent pas au corps politique de la nation et qui cherchent à y entrer de force, donc par effraction, eh bien, on décide finalement de fonder leur appartenance prochaine à la nation ou à l'État, à la société, sur l'oubli d'une forme de délit originel. Je trouve que c'est complètement lunaire et Québec, dans les circonstances, devrait s'y opposer absolument et pas simplement à moitié, pas au quart, pas aux trois quarts, mais s'y opposer. En fait, c'est pas comme ça qu'on peut pas légitimer cette méthode et cette gestion, parce que c'est une gestion de politique d'immigration, on peut pas légitimer ça, sinon ça va se retourner contre tout le monde. Bon, écoute, la même chose avec le chemin Roxham. Finalement, on a dit, regarde, ça n'a pas de bon sens qu'on permette aux gens de rentrer comme ça de façon irrégulière. Il y a une façon de procéder. On a fermé le chemin Roxham, puis tu sais, j'ai écrit là-dessus une chronique là où je suis allé je suis retourné en arrière, puis les gens disaient, ça va être épouvantable si vous fermez le chemin Roxham, ça va être une crise humanitaire sans précédent. Il va y avoir une horde dimigrants qui vont passer par d'autres trous dans la frontière. Ça. C'est pas vrai. Ça s'est pas passé. Non, évidemment, mais ça, c'est le discours à faire peur. C'est les discours de peur du parti migrationniste qui nous expliquent toujours que si on ramène un peu de fermeté dans la gestion de nos frontières, puis de l'immigration, alors on bascule dans l'inhumanité, puis ça culmine presque inévitablement dans une politique raciste. Donc, d'autant que pour ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, la notion même de frontière est raciste. Donc, non, il faut, en la matière, il faut rompre avec les discours de peur catastrophistes de ceux qui, dans les circonstances, dans le cas de Roxham, nous disent, si vous fermez ça, vous êtes inhumain. Eh non, si on ferme ça, on considère seulement qu'il y a des manières légales d'entrer dans un pays. Et puis, si on décide d'institutionnaliser notre propre filière d'immigration clandestine, c'était certainement l'avantage de ceux qui investissaient dans l'immigration clandestine. Rappelle-toi le développement du complexe Roxham au fil des ans, c'était devenu loufoque, mais c'est pas l'avantage du pays. Mais à quoi ça sert d'avoir des règles dans une famille, des règles au travail, des règles à l'école, des règles dans un pays, si tu ne punis pas les personnes qui ne respectent pas les règles? À quoi ça sert? Là, c'est rendu imposer des règles, c'est rendu fasciste, c'est rendu discriminatoire. Voyons. Non, mais t'as absolument raison. En fait, c'est assez révélateur comme histoire parce que tout le principe même d'une société qui fonctionne, c'est qu'il y a des règles et ces règles seront respectées et si tu les respectes pas, tu vas en payer le prix. Sinon, chacun décide de faire à sa tête, puis il n'y a plus de société, puis il y a simplement une série d'individus qui sont en concurrence ou de groupes les uns les autres pour s'approprier les biens des autres en misant sur la force. Et là, ce qu'on constate, puis j'y reviens parce que c'est important, pour les nationaux, là, pour les citoyens canadiens, pour les citoyens québécois, ben les règles, c'est fondamental. Puis t'as pas le droit de ne pas les respecter. Mais, dans le cas de l'immigration massive, si tu arrives sans respecter les règles dans un pays, eh bien, on considère que c'est une faute mineure, c'est un délit secondaire, c'est un délit qui n'en est pas un. C'est quand même absolument fascinant comme logique. Mais je dirais que la conséquence de cela, on le voit partout en Europe, parce qu'il y en a en France, hein, il y a dans ce débat-là en France en ce moment, il y en a qui disent qu'il faut régulariser beaucoup de sans-papiers parce qu'ils sont nécessaires au métier de la restauration et tout ça. Le fait est que c'est simplement un appel à ce que d'autres puissent rentrer et puis ça crée une filière migratoire à part entière, instrumentalisée par les mafias, instrumentalisée par les fraudeurs. Puis à travers cela, l'État n'est plus maître de sa politique migratoire. C'est ça la vérité des choses, c'est que l'État n'est plus maître de sa politique migratoire. On a beau tenir tous les beaux discours qu'on veut sur la chose, nous n'avons plus de maîtrise sur les frontières. Des règles, ça s'applique à tout le monde. Tu sais, mettons, t'as pas le droit de voler. Le fait que tu sois pauvre ne rend pas soudainement le vol plus acceptable parce que la plupart des gens pauvres respectent les lois. Tu sais, je vois le Fadi Daguerre qui dit tous les futurs policiers, toutes les recrues vont devoir faire un stage d'immersion, c'est-à-dire aller voir comment les gens vivent à Montréal-Nord, aller voir comment les sans-abri vivent puis dormir dans les refuges de sans-abri, puis aller voir comment les Haïtiens vivent puis aller manger à la maison d'Haïti. Je m'excuse, mais quand tu es un policier, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as brisé la loi ou pas? Tu as brisé la loi, je t'arrête. Que tu sois noir,
pauvre, blanc, gros, maigre, on s'en fout. Ça sera le système de justice à juger, puis à mettre ça en contexte, puis à peser d'où tu viens, ton origine ethnique, ta classe sociale, tout ça. Mais le policier ne doit pas faire de distinction. Il y a la loi, tu as brisé la loi, menotte. En fait, le problème, c'est que d'ailleurs, manifestement, croit plus ou moins à ça. C'est la police qui est redéfinie dans une fonction socialo-communautaire. Donc là, elle n'est plus sur le mode de la répression des délinquants. On veut transformer les policiers en travailleurs sociaux. Alors que les policiers comprennent les milieux dans lesquels ils évoluent, bon, bien sûr, ça va de soi, mais derrière ça, on a cette idée que si c'est je dirais les comportements répréhensibles de certains seraient excusables à cause de leurs conditions sociales. Je m'excuse, mais c'est faux. Je veux dire, quand on nous dit la pauvreté conduit au crime, non, mais l'immense majorité des pauvres commettent pas de crime. Faut pas l'oublier. Et là, ce qu'on nous dit finalement, c'est une espèce de sociologie victimaire. Et ce qui est dommage, c'est que le chef de police de Montréal, donc Fadi Daguerre, qui est présenté un peu comme Saint Fadi Daguerre en ce moment, dans les faits, on a l'impression qu'il confond son rôle de policier avec celui d'agent de réinsertion sociale. Et moi, je doute pas qu'il faut des agents de réinsertion sociale. C'est simplement que c'est pas les mêmes que les policiers. Sais-tu pourquoi je respecte à la lettre vraiment les limites de vitesse quand je vais aux États-Unis? Quand je vais au Vermont, là, je ne dépasse pas d'1 kilomètre. Sais-tu pourquoi? Je veux pas me faire arrêter par un policier américain parce que j'ai peur d'eux autres. Ah, mais je te comprends. Non, mais ça, alors, on oublie toujours à quel point c'est important. Dans la société, la peur, c'est important aussi. Oui. On vient d'une société un peu étrange. On dit que la peur, c'est toujours mauvais. La honte, c'est toujours mauvais. Non. La honte, c'est très bien. Si je me pointe chez des amis, puis je suis habillé comme un cabochon, puis je chante la vieille boisson, ben, j'espère que je vais avoir honte. Et puis à jamais, on va me rappeler que je me suis comporté comme un poivreau chez eux. Mais de la même manière, j'aurais le goût des fois de rouler à 190 km/h avant de me prendre pour Gilles Villeneuve. Mais dans les faits, c'est que j'ai à la fois peur de mourir, de peur d'une contravention, que je dis on va pas faire le cave. Puis pourquoi on essaie de pas être en froid avec le fisc et tout ça? Parce qu'on a peur du fisc. La peur en ces matières est une peur fondatrice. Alors si on se tourne vers Hobbes, figure fondatrice de la philosophie politique moderne, et de qu'est-ce qui est le fondement même de l'État? C'est la peur de la mort violente. Donc, pourquoi j'accepte, pourquoi on accepte tous de donner à l'État le droit de garantir nos vies? On renonce à l'autodéfense pour donner à l'État le droit de garantir nos vies, parce que la peur de la mort violente fait en sorte qu'on l'a dit, lui, Léviathan, va gérer on va assurer la paix sociale, puis en échange, je renonce à la pleine liberté que j'avais dans l'état de nature. Bon, mais là, si on veut croire que la peur n'existe plus aujourd'hui, qu'il n'y a que des bons sentiments, on ne comprend tout simplement plus la bête humaine qui fonctionne aussi à la peur, et c'est ainsi. Et les figures d'autorité, là, je comprends, là, bon, elles n'ont pas besoin de sortir tout le temps la matraque et de crier puis de faire peur, mais tu sais, ce ne sont pas tes amis. L'autorité, c'est ça, c'est l'autorité, il y a des règles. Si tu peux pas contourner les règles, tu vas être puni de façon objective, droite et ferme. La fermeté. Comment ça, maintenant, être ferme, c'est être de droite? Moi, tu sais, puisque pour moi, parce que je sais, à l'origine du mot gauche-droite, du clivage gauche-droite, le mot droite veut dire méchant, veut dire pas fin. Mais moi, tant qu'à accepter le clivage gauche-droite, ben, je l'accepte, je suis de droite, mettons dans ce jeu-là. Puis oui, ben, être ferme aujourd'hui, être ferme, c'est être de droite. Parce que être complaisant et être victimaire, c'est être de gauche. Donc on peut, j'en suis venu à ne plus accepter l'idée que le mot droite soit nécessairement repoussoir. Être ferme, c'est être de droite, très certainement. Vouloir faire respecter les frontières, c'est être de droite, très certainement. Vouloir assurer l'identité nationale, c'est être de droite, très certainement. Puis peut-être dans un autre monde, dans un autre contexte, les mots gauche-droite voudraient dire autre chose. Mais si c'est ce que ça veut dire aujourd'hui, moi je ne m'en désolerai pas éternellement. Puis surtout pour reprendre le mot de honte, c'est la honte qui doit changer de camp. C'est-à-dire de temps en temps, c'est la gauche qui devrait se justifier ils sont fiers d'être de gauche à tout prix. Là, pour être de gauche, c'est presque une espèce de vérité révélée qui vient des cieux. Là. Ben, justifiez-vous, parce que votre modèle, pour l'instant, ça fonctionne pas tant que ça. Par ailleurs, j'ai souvent dit que le clivage gauche-droite ne me plaît pas du tout, puis je préfère m'y dérober, mais si je suis obligé d'être dedans, je pense qu'il n'y a pas de honte d'être de droite. Et quand tu dis la honte doit changer de camp, en terminant, Mathieu, dans le Figaro, journal auquel
du Collabore, moi je vais toujours dans la section Vox, là où c'est des textes d'opinion et tout ça. C'est toujours intéressant. Et là, il y a une avocate, Sarah Salman, qui écrit sur le harcèlement à l'école, là, les bullies là, qui écœurent les jeunes. Malheureusement, ça existe en France, ça existe ici. Les jeunes qui se font rentrer dans les cases, qui se font écœurer, qui se réveillent le matin, ils ont mal au ventre parce qu'ils ont peur d'aller à l'école, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire intimider. Elle dit justement, quand tu dis la honte doit changer de camp, elle dit là, actuellement, on demande aux familles des victimes de déménager d'école, alors que non, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait prendre le petit Christ d'harceleur, puis dire, toi, on te sort de l'école, soit temporairement ou soit pour toujours, c'est toi qui vas payer. Mais c'est devenu un vrai problème de société, le harcèlement en France, et Sarah Salman, dit, a fait un bon papier là-dessus, elle a la tête très bien faite. Et elle dit globalement, puis on reprend la forme maintenant, pourquoi c'est le petit harcelé qui doit payer le prix et pas le harceleur? Ça implique un changement complet de philosophie, à la fois d'éducation et de philosophie de justice, mais c'est nécessaire parce que sinon, en dernière instance, c'est accorder la prime à la brutalité et à la barbarie. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. J'ai juste le goût de parler de moi. Tu parles du programme de récompense Moi, disponible chez Jean Coutu? Ah, t'es au courant? Moi aussi, j'aime ça parler de moi, tu sais. Découvrez le programme de récompense Moi, maintenant chez Jean Coutu. Accumulez une tonne de points et économisez. De plus, téléchargez l'appli mobile Jean Coutu et Moi pour plein d'offres personnalisées. Jusqu'au 21 juin, obtenez 125 points Moi à l'achat de 50 $ et plus. Les détails à jeancoutu.com. Certaines conditions s'appliquent. Moi est une marque de commerce enregistrée. L'exposition répétée au bruit sur un chantier de construction peut causer des problèmes d'audition et même rendre sourd. Au travail, mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit. Un message de la CNESST. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Salut Mathieu, as-tu vu la nouvelle politique là, pour aider les agriculteurs? Alors, on va donner 10% de plus de subventions aux agriculteurs qui sont jeunes, femmes, autochtones, handicapés et LGBTQ. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que lorsque tu bois ton lait, tu trouves qu'il est meilleur lorsque la vache a été traite par un fermier bisexuel? Est-ce que tu trouves ça, toi? Bisexuel, pour moi, c'est trop conservateur. Parce que ça réfère à la binarité, ça réfère à un univers où le masculin et le féminin continuent d'exister, le mâle et la femelle existent encore. Et de ce point de vue, c'est non seulement conservateur, mais c'est même réactionnaire. Je m'en méfie et je ne voudrais pas d'un tel lait. Moi, je n'accepte que le lait non-binaire. C'est fondamental. S'il n'est pas de non-binaire, je m'en méfie, il risque de m'empoisonner. Mais cela dit, c'est quand même assez amusant. Encore une fois, tu vois, la logique discriminatoire d'aujourd'hui s'applique à tout, jusqu'à la ferme, avec toujours l'idée qu'il y a quelqu'un qui doit être effacé du portrait, et on sait c'est qui. Mais si j'avais en entrevue demain la ministre de l'Agriculture et que je lui posais comme question, est-ce que vous êtes bisexuelle, madame? Elle dirait, c'est pas de vos affaires. Et là, je dirais, non, je suis désolé, c'est la question que pose votre ministère aux fermiers. Non, mais ça, c'est une question importante que tu soulèves, hein, parce qu'on nous dit aujourd'hui, il faut assurer la représentation des minorités sexuelles à la télévision, dans les postes de direction et tout ça. Puis moi, je poserais comment on peut savoir? C'est-à-dire, comment on peut savoir? Moi, personnellement, je ne demande pas aux gens s'ils sont gays, pas gays, hétéros, pas hétéros. Tout ça, je ne suis pas occupé à leur demander ça. Or, manifestement, c'est une question qui aujourd'hui a une signification statistique. Donc, j'aimerais savoir comment ils peuvent savoir si quelqu'un est hétéro, pas hétéro, homo, et ainsi de suite. Et par ailleurs, puisqu'aujourd'hui, avec les machines d'identité de genre, eh bien, on ne sait plus si un garçon, si un homme est un homme, une femme est une femme, eh bien, j'aimerais savoir comment on peut savoir si quelqu'un est en droit de représenter les hommes, si quelqu'un est en droit de représenter les femmes. Donc, on est dans une espèce de logique qui pousse à la désagrégation de la société jusqu'au bout et qui n'a qu'un seul fil conducteur,
c'est la disqualification toujours du mâle blanc qui, lui, doit s'effacer pour que le monde nouveau advienne. Là, la ministre dit oui, on privilégie les LGBTQ parce que c'est difficile pour ces gens-là d'avoir des prêts dans les banques lorsqu'ils veulent partir de leur ferme. Je suis désolé, mais les banques, là, ils vont regarder, est-ce que tu vas faire de l'argent ou pas? Je m'excuse, y a-tu vraiment des banques au Canada qui vont dire, on ne prête pas d'argent aux gays? On n'est pas en 1960, le bordel. Voyons. Non, mais regarde, on vit dans un monde anachronique, un monde fantasmé, un monde qui correspond pas à la réalité, mais c'est un monde c'est le monde de l'idéologie. Et l'idéologie, qu'est-ce que c'est? C'est une falsification de la réalité. Ça crée un monde parallèle dans lequel on est obligé d'évoluer. Et si on ne le fait pas, on passe pour manquer de cœur, on passe pour manquer d'humanité, on passe même pour, et là c'est particulier, on va nous dire que le vrai monde, la vraie réalité, c'est justement ce monde contrefait, où tout le monde serait discriminé, encore une fois, sauf le grand bien méchant homme blanc. Et je dirais que c'est l'inversion accusatoire, hein, parce que objectivement, quelle est la seule catégorie que l'on peut formellement rejeter sur la base de sa couleur de peau et son sexe aujourd'hui, c'est l'homme blanc. Lui, c'est formel. On veut pas de lui dans plusieurs postes, on veut pas de lui pour plusieurs subventions. Mais si on dit que c'est une discrimination, là, c'est des espèces d'incultes qui traînent un peu sur les réseaux sociaux et dans quelques journaux qui disent non, la discrimination ou le racisme ne peuvent s'opérer qu'à partir d'un groupe qui a du pouvoir. Or, il y a que les Blancs qui ont du pouvoir. Dès lors, les Blancs ne peuvent pas subir de racisme, même si on discrimine contre eux sur une base de couleur de peau ou de sexe. C'est lunaire, mais on n'en sort pas. Mais tu sais, le fermier, là, qui est un homme blanc, hétérosexuel, mais qui a le cœur au ventre, puis que son père était fermier, puis sa mère aussi, puis lui est là-dedans, puis il veut rester à la campagne, puis il veut, on a besoin de ces gens-là. Puis là, on lui dit, toi, parce que à cause de ton orientation sexuelle, la couleur de ta peau et ton sexe, tu vas avoir moins de subventions que l'autre fermier qui est juste à côté de toi, parce que lui, sais-tu quoi? Lui baise avec des gars. Lui va avoir... c'est bol. On voit à quel point les politiques diversitaires sont des politiques qui, par ailleurs, poussent une société à se détester, parce que chacun, finalement, regarde l'autre, guette les avantages de l'autre, guette les avantages de son voisin. Ça dit pourquoi lui a droit à ça, puis moi, j'y ai pas droit. Donc, ça nous plonge dans une espèce d'univers parallèle qui nous conduit au ressentiment, qui nous conduit à jalouser toujours notre voisin, qui abolit le principe du mérite, qui abolit le principe du travail, et qui dit, selon votre place dans la hiérarchie des discriminés, vous aurez droit à telle subvention ou pas telle subvention. Et je ne vois pas comment, à court ou moyen terme, on va sortir de ça, parce que ce logiciel est profondément intériorisé par l'ensemble des appareils administratifs privés et publics qu'on connaisse aujourd'hui, et qui ose même le contester se fait accuser immédiatement de racisme et de sexisme. Donc, très peu osent le contester. Les plus ambitieux essaient de passer entre les mailles et de finalement s'y faire une place sans se faire attraper par le système. Mais si vous marquez votre opposition à ça, vous savez que vous êtes chez les infréquentables. C'est fou raide. Il y a une vidéo qui circule, c'est une vidéo de Montréal-Nord où on célèbre la fête nationale et là, on entend les députés du coin qui souhaitent bonne fête nationale aux Québécois et on voit des gens danser, chanter et sur une musique d'un chanteur algérien. C'est la fête nationale du Québec. C'est-tu trop demandé de mettre une toune québécoise? Oui, bien sûr que c'est trop demandé, parce que ça consiste à dire que la culture québécoise historique doit avoir un primat dans la construction d'espaces publics. Là, on pourrait dire, oui, mais on aurait pu prendre une chanson québécoise d'aujourd'hui, issue des minorités, des marges et tout ça, puis ça aurait été très bien. Mais non, c'est la référence à la culture québécoise elle-même est vue aujourd'hui comme abusive. Et dis-toi que c'est une tendance qui va pas s'effacer. Moi, je note aussi, sur le temps passant, c'était évoqué hier, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça intéressant, d'autant que c'est une observation qu'on peut se faire depuis longtemps. Dans plusieurs écoles à Montréal, des écoles francophones, eh bien, l'identité québécoise est rarement revendiquée et pas toujours revendiquée, disons, par certains élèves issus des minorités, comme on dit, et plus encore, elle est même rejetée sur le mode, quoi, moi, Québécois? Non, moi, je suis pas Québécois. Je suis autre chose, comme si toutes les identités étaient légitimes, sauf la nôtre. Ce qui nous rappelle une scène terrible du livre, dis-je, Rhapsodie québécoise, d'Akos Vermocci. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans ce livre, Akos donc raconte une scène qui se passe à Côte-des-Neiges dans les années 90. Et Akos Vermocci, c'est un Hongrois
qui est émigré ici assez jeune dans sa vie. Puis dans son école, c'est une école très multiethnique, multiculturelle. Puis là, il y a le festival de la danse. Puis au moment des danses, excuse-moi, il y a une journée consacrée aux danses folkloriques. Donc chaque pays, chaque communauté, il va avec sa danse folklorique. Non, il y a une troupe de danse, c'est ça. Il y a une troupe de danse qui fait des danses folkloriques pour chaque communauté, à l'honneur de chaque communauté. Puis à la fin, ils disent, puis à chaque fois, les Algériens applaudissent, les Panaméens applaudissent, les Colombiens applaudissent, les Pakistanais applaudissent. Puis à la fin, la troupe de danse dit, bon là, on va presque sur le mode de l'excuse, on va quand même faire une danse traditionnelle québécoise. Et là, l'ensemble de l'école se met à huer. L'ensemble de l'école se met à dire bouh, c'est finalement aux douches, comme on aurait dit incroyable. Au point où le directeur de l'école est obligé de faire une tournée des classes pour dire, vous savez, vous êtes au Québec ici, et puis respectez minimalement la société où vos parents, pour l'essentiel, se sont installés, ce serait pas de trop. Le respect minimal pour l'accueillant, est-ce que c'est véritablement excessif? Ce phénomène-là, raconté par Akash Verbocci dans Rhapsodie québécoise, s'est radicalisé avec les années. Ça non plus, on n'est pas à la veille d'en sortir. Écoute, on écoute un extrait là, du vidéo promotionnel de la Fête nationale à Montréal-Nord. On écoute ça. Attends une minute. Bon, on connaît cette chanson-là, on va chanter, on va danser, tout ça, c'est une bien bonne chanson. C'est pas une chanson québécoise. Moi, j'ai rien contre cette chanson-là, hein. Mais moi, j'aime des tonnes de chansons. J'aime des tonnes de chansons. J'aime des chansons catalanes, j'aime des chansons britanniques, j'aime des chansons américaines, j'aime des chansons italiennes. J'aime bien des affaires. Mais le fait est que la fête nationale, qui est normalement la journée dans l'année où on entend un peu à la radio de musique québécoise, c'est là au-delà des cinq chansons qui tournent tout le temps, c'est la journée dans l'année où le Québec est comme sert de référence. Même ceux qui portent la fête nationale considèrent que le Québec est trop cette journée-là. Mais c'est la conséquence inévitable. Ça fait des années qu'on nous dit aussi que la Saint-Jean, c'est l'occasion de fêter la diversité, puis l'autre, puis puis tout ce qui touchait de manière ou de l'autre au Québec traditionnel, ça sentait le vieux moisi canadien-français. Bon, mais quand on considère ça, tôt ou tard, quand on est dans cette logique, tôt ou tard, c'est la culture québécoise elle-même qui pue le vieux moisi canadien-français, puis c'est la majorité historique francophone elle-même qui pue le vieux moisi canadien-français, donc aussi bien refonder le Québec dans notre diversité, quitte à prendre même pour la Saint-Jean une chanson qui n'est pas québécoise. C'est quand même assez hallucinant. On a eu une Saint-Jean où il n'y avait même pas de drapeau de Québec. Et là, à Montréal-Nord, on célèbre la Saint-Jean avec une toune d'un chanteur algérien. J'ai rien contre, mais c'est la Saint-Jean maudit. T'imagines, toi, le Nuit d'Afrique. Imagine-toi, Nuit d'Afrique, là, c'était censé être Mélissa, là, qui est la joueuse là, de percussion blanche, qui était la porte-parole, Mélissa Lavergne, merci, qui était et on dit ça peut pas, parce qu'elle est pas africaine, elle est blanche, ça peut pas être porte-parole de Nuit d'Afrique, mais on peut mettre une chanson algérienne pour la fête nationale. Fourette. Ouais, mais dis ça que c'est cette société où tu as des députés régulièrement du Parti libéral qui vont célébrer la fête de l'indépendance d'Haïti, la fête de l'indépendance de la Grèce, la fête de l'indépendance de la réunification italienne, la fête de l'indépendance de la Roumanie, puis de l'Inde, puis du Sri Lanka. Puis là, tu leur dis, oui, puis pour le Québec, pourquoi? Non, c'est pas la même chose pour le Québec. Non, c'est pas la même chose. Puis, pour reprendre la formule du fils à Charest avec Antoine Charest-Diane, avec qui j'étais en débat au bilan en début de semaine, eh bien, ils vont me dire que vouloir l'indépendance, c'est une vision perdante du Québec. C'est une vision négative du Québec. Donc, pour tous les peuples de la Terre, l'indépendance, c'est le plus grand bien qui soit. Pour nous, c'est une affaire de perdant. Dans la même logique, le folklore des autres, c'est très bien. Notre folklore, il est de trop. Et quand nous nous serons débarrassés de notre folklore et de notre culture et de notre identité et de nous-mêmes, enfin, nous serons dignes d'exister parce qu'il n'y aura plus rien de notre ancien nous qui sera là. Nous serons ectoplasmiques, nous serons fantomatiques, nous serons transparents, nous serons dignes de la diversité. Ectoplasmique, j'adore. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Mathieu, c'est notre dernière de la saison. J'ai envie de te poser une question. Il y a eu beaucoup de cas au cours de l'année, d'histoires, d'offres d'emploi interdites aux Blancs, aux hommes blancs. L'histoire il faut transformer totalement le langage pour être plus inclusif. Les drag queens dans les écoles. Il y a plus de masculin, il y a plus de féminin. Est-ce que tu trouves qu'on a atteint comme un genre de pic, c'est-à-dire de sommet, que le balancier est allé vraiment à l'extrême et qu'on va revenir à une certaine normalité où on n'a encore rien vu? Je pense qu'on n'a encore rien vu. Ça veut dire que nous sommes au cœur, si on a la passion de l'histoire, je dirais que nous sommes au cœur d'une révolution. Et d'une révolution qui est par ailleurs aujourd'hui n'est plus seulement soutenue par des groupes d'activistes, mais qui est portée par l'État, qui est portée par les grandes institutions, qui est portée par le capitalisme, qui est portée par la technostructure, on me rappelle ça ici. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On est dans une époque révolutionnaire. Et cette époque révolutionnaire trouve toujours de nouvelles causes pour justifier sa radicalisation. Donc, ça peut être l'orthographe, l'écriture inclusive, ça peut être l'existence, tout simplement, la moindre différence statistique entre l'homme et la femme ou des populations natives et des immigrés dans certains domaines d'activité sociale. Ça peut être notre définition du beau, du laid, ça peut être notre définition de la sexualité. J'en parlais dans le journal hier, il y a un truc bizarre en France qui prend dans la gauche de la gauche, mais la gauche de la gauche est la norme de demain, c'est l'écosexualité. Donc on est dans une espèce de moment de radicalisation qui n'est pas à la veille de se déployer, de s'arrêter, d'autant que les forces de résistance sont assez faibles. Il y a des chroniqueurs, des intellectuels qui s'opposent à ça. Il y a la population qui s'y oppose assurément. Mais l'ensemble des structures de pouvoir sont engagées sur ce programme. Donc, je vois pas comment, à court ou moyen terme, on pourrait voir le fameux balancier basculer de l'autre côté. Je pense qu'on est condamné à voir de telles folies se multiplier dans les années à venir. Mais ce qui est important, c'est que les gens là qui pensent que ça n'a pas de bon sens, qui regardent ce qui arrive tous les jours, qui disent que ça n'a pas d'allure, que ces gens-là cessent d'avoir honte, parce qu'on veut leur donner honte. Hein? La petite gang progressiste très, très vocale qu'on entend beaucoup là dans les médias sociaux. Vous êtes passéiste, une vieille gang rétrograde et tout ça. Il faut que ces gens-là disent non, je n'accepte pas ça, je trouve que c'est pas normal et je n'ai pas honte de le dire. Je suis dans le bon camp, finalement. Ouais, mais sauf que le problème avec ça, c'est que si il y a des scénarios, hein. Si tu es à l'université, puis tu veux faire carrière minimalement, tu es un jeune étudiant ou tu veux devenir prof, bon, tu sais que si tu dis le contraire de cette idéologie-là, tu feras pas carrière, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle même pas. Si tu veux travailler dans les médias, sauf si tu as la chance de bosser dans un des rares médias où il y a une liberté d'expression, dans tous les sens d'ailleurs, ben, à Radio-Canada, tu ne feras pas carrière avec ça. C'est réglé, c'est fini, il faut juste que tu oublies ça. Si tu veux travailler dans le milieu du cinéma ou de la culture, eh ben, il n'y a aucune chance que si tu sois en désaccord avec ces idéologies-là, tu fasses carrière. Si tu veux travailler dans le domaine de l'entreprise, et là, tu vois, dans les départements de ressources humaines, il y a la bande de EDI, Équité, Diversité et Inclusion, qui impose ce programme-là à temps plein. Puis, si tu dis le contraire, tu vas être convoqué en séance disciplinaire pour manque de respect de l'inclusion et de la diversité. Si tu travailles là, je vais te faire une longue liste, là. Donc, tu comprends que t'as pas intérêt du tout à dire le contraire. Puis, puisque les humains ont tendance, globalement, à défendre leur intérêt spontanément, bien avec raison, mais ils préfèrent se taire, ils préfèrent se cacher. Donc, moralement, la honte peut peut-être changer de camp, mais la structure de pouvoir nous échappe complètement. Et je pense que c'est pas la veille de changer. Écoute, je vais te faire parler d'un texte que j'ai lu dans Le Figaro. On sait qu'à Nice, il y a des grands problèmes dans les écoles à Nice où c'est la prière musulmane qui revient en force et ça va à l'encontre de la laïcité. Et là, il y a le maire de Nice qui a écrit à la première ministre, il a dit face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue. La République laïque est notre rempart collectif contre l'obscurantisme religieux qui tente de nous déstabiliser. Et on sait qu'ici, là, il y a des gens, des groupes musulmans qui remettent en cause la loi 21, puis surtout l'histoire là, de l'interdiction des lieux de prière dans les écoles. Il faut s'inspirer du maire de Nice et dire, on est ferme.
C'est non. Ouais, sauf que tu me permettrais d'être pessimiste à ta place. Les Christian Estrosi, le maire de Nice, j'y consacre ma chronique demain dans le Figaro. Moi j'ai lu ça et je trouve que c'est mal formulé. C'est pas la religion qui revient aujourd'hui. C'est l'islam qui arrive. C'est l'islamisme qui est conquérant. C'est-à-dire, les catholiques, là, les protestants, les bouddhistes, les orthodoxes, les shintoïstes, les hindous, à ce que j'en sais, sont pas dans une logique de conquête de l'espace public. Donc, on décide, mais parce qu'on veut pas stigmatiser les musulmans, ce que je peux comprendre évidemment, parce que personne ne veut stigmatiser personne, mais parce qu'on veut pas stigmatiser une partie de la population, on préfère dire c'est le religieux qui revient. Non, c'est pas le religieux. C'est une religion particulière. Puis elle revient pourquoi? Parce qu'une conversion massive des Occidentaux à l'islam? Non. Parce qu'il y a de l'immigration massive qui fait en sorte que des populations arrivent ici et arrivent avec leurs mœurs, leur religion, leurs convictions, leur foi. Donc, parler de... On est moins devant un choc entre l'obscurantisme et les Lumières que devant le fait qu'une civilisation autre pénètre le monde occidental et le changement de population qui vient avec l'immigration s'accompagne d'un changement d'identité puis de culture. Mais là, quand tu veux formuler des choses comme ça, là, t'es certain d'avoir tous les policiers patrouilleurs à bien-pensance pour dire c'est scandaleux, comment osez-vous dire ça? Mais à ce que j'en sais, je le redis, est-ce qu'on est devant une renaissance du catholicisme ardent et militant dans le monde occidental? Si oui, il faudrait m'avertir parce que je l'ai pas vu. Mais, en France, pour reprendre l'exemple que tu donnes, en ce moment, c'est assez paradoxal, parce que justement, puisqu'on formule ça en termes de le religieux revient, le ministre de l'Éducation, Papendia, il dit ah oui, le religieux revient, donc on va s'en prendre à quoi pour lutter contre l'islamisme? On va s'en prendre aux écoles catholiques trop conservatrices qui sont pas pour la théorie du genre. Donc là, sous prétexte de lutter contre le religieux traditionnel, on n'ose pas vraiment s'en prendre à l'islamisme scolaire, mais on décide de s'en prendre aux écoles catholiques qui sont trop conservatrices culturellement et qui n'embrassent pas la théorie du genre. Comme quoi, tu vois, nos sociétés ont mille et une ressources pour s'autodétruire. Et en terminant, il y a des gens qui disent, ben oui, mais pourquoi on leur laisse pas les espaces de prière, puis c'est tout, puis ils vont être contents, puis il y en a d'autres qui disent, non, si tu leur donnes ça, après ça, ils vont faire d'autres demandes. Est-ce que c'est de la paranoïa de penser ça? Non, c'est l'histoire depuis 30 ans. Je dirais que tu fais une concession, la concession suivante arrive, et ainsi de suite, on n'en sort pas. Premier élément. Deuxième élément, l'école est un lieu, pour moi, de mon point de vue, un sanctuaire, voilà la raison. Puis à la rigueur, il y avait des écoles où il y avait une tradition, il y avait l'aumônier de l'école, là, bon. Ça pouvait aller. Mais là, on n'est plus dans cette logique-là, et aujourd'hui, cette réintroduction du religieux par l'islam, ça dont des questions par l'islamisme surtout, distinguons les deux. C'est pas sur le mode résiduel, c'est sur le mode conquérant. Donc, soit nos sociétés sont capables de se défendre devant ça, sinon, dans 20, 30, 40 ans, on verra, tout comme aujourd'hui, de plus en plus des femmes dans le métro de Paris décident de porter des vêtements amples pour couvrir leurs membres, pour ne pas se faire agresser. Et puis demain, elles porteront peut-être le voile pour éviter de se faire harceler. On verra bien ce que ça donnera dans 30 ans à l'école d'une manière ou de l'autre. La démographie commande l'histoire des peuples. Et c'est important de poser un rempart. Qui tu reçois demain à CNews à ton émission? Alors, la question de l'immigration est partout en France en ce moment. Tout le monde en parle avec beaucoup plus que d'habitude. Donc, j'en reçois Jean-Thomas Le Sueur, qui est le directeur général de l'Institut Thomas More, qui a publié plusieurs études sur la question. Et il va revenir nous parler à la fois de la politique d'immigration en France, le droit d'asile, le rapport à l'Union européenne. Donc, toute une série de questions qui structurent le débat sur l'immigration en France. Jean-Thomas Le Sueur, un type super brillant et un excellent pédagogue pour aborder cette question. Et très hâte de voir ça. On peut bien sûr regarder ça sur ta page Facebook personnelle. Passe un très bel été. C'est ma dernière de la saison. Écoute, merci beaucoup de participer quotidiennement à l'émission avec l'horaire complètement de fou que tu as, de prendre le temps de nous parler. C'est très apprécié. On se reparle en septembre. Bon été, Mathieu. Certainement. Au grand plaisir de te reprendre. Bye bye. Merci, bye.